Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et ce mardi, notre invité dans la matinale, invité particulier, puisque nous n'avons pas parlé de politique ce matin, mais plus d'organisation et de représentation de l'État dans les Côtes-d'Armor, avec Stéphane Rouvet, préfet des Côtes-d'Armor, qui a accepté notre invitation et je l'en remercie. Bonjour. Bonjour monsieur et bonjour à vos auditeurs. Alors nous allons parler ce matin d'organisation de l'État dans les Côtes-d'Armor. Juste pour rappeler en quelques mots, Stéphane Rouvet, que vous êtes originaire des Alpes-Maritimes. J'ai noté aussi que vous étiez issu de la promotion Cyrano de Bergerac à l'ENA. Ça donne du panache. Du panache, exactement. Il faut en avoir. Il faut en avoir. Et également, vous avez été, avant de rejoindre les Côtes-d'Armor, il y a tout juste 2 ans. Tout juste 2 ans. Voilà. J'ai pris en fonction le 27 avril 2022. Voilà, et vous étiez avant préfet de Troyes, dans l'Aube. Préfet de l'Aube, oui, à Troyes. Voilà, chef-lieu à Troyes. Voilà, on va y arriver. Donc, ce matin, nous allons parler de la place de l'État dans les Côtes-d'Armor. On va parler beaucoup de sécurité aussi. Il y a une grande demande de sécurité. Là aussi, on décorrèle de la question politique. Mais néanmoins, hier, vous aviez une visio avec le ministre de l'Intérieur autour de la sécurisation du parcours de la flamme olympique et la préparation des JO. Alors, bien que la flamme ne passe pas par les Côtes-d'Armor, est-ce qu'il y a des inquiétudes et est-ce qu'il y a un dispositif particulier, sans dévoiler évidemment les contours plus précis? Oui, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer réunissait tous les préfets hier en visio. On est aujourd'hui mardi, donc demain, la flamme arrive en France. Elle débarque à Marseille par le Belém. Puis donc elle va effectivement circuler à travers tout le pays, dans un certain nombre de départements. Elle ne passe pas dans les Côtes-d'Armor, mais elle sera en Bretagne. Elle passe notamment dans le Finistère. Et bien entendu, le passage de la flamme, comme les épreuves des Jeux Olympiques, qui vont se dérouler à partir de la fin juillet jusqu'à mi-août pour les Jeux Olympiques, puis viendront les Jeux Paralympiques fin août, début septembre. Ce passage de la flamme, ces épreuves sont une formidable vitrine pour la France, mais aussi l'occasion pour des gens mal intentionnés, malveillants, de les perturber, de nuire à l'image de la France, et plus grave peut-être aussi, et c'est surtout ce qui nous préoccupe, les autorités de l'État et du ministre de l'Intérieur en particulier, commettre des attentats, des actions en tout cas qui viseraient à faire des victimes. Donc ça, c'est le sujet de préoccupation majeure du chef de l'État, du gouvernement et du ministre de l'Intérieur, et sur le terrain des préfets et des forces de sécurité intérieure. Il y a des menaces avérées, alors là encore sans dévoiler de secrets particuliers, mais il y a des menaces avérées aujourd'hui. Oui, il y a 2 types de menaces. Il y a bien sûr la perturbation sur le passage de la flamme, plus pour défendre telle ou telle cause, sans intention de créer des victimes, mais davantage pour nuire à l'image de la France, montrer que l'organisation n'est pas aussi performante que cela. Donc ça, c'est une menace réelle, plutôt de l'ordre symbolique, mais qu'il faut à tout prix éviter. La flamme, il faut la préserver, la protéger tout au long de son parcours, ici dans l'Hexagone comme Outre-mer. Et puis il y a une menace, elle, plus dangereuse, qui est celle d'un certain nombre de groupes terroristes, depuis l'étranger, comme endogènes, qui peuvent s'appuyer sur des personnes résidant aujourd'hui en France, là, à visée terroriste. On a en tête tous, dans les événements récents, ce qui s'est passé en Russie, où c'est un groupe qui a été constitué localement à partir de la projection d'un seul individu. Ça fait partie de ce type de menace. Enfin, c'est ce type de menace, qu'il faut anticiper. Et là, paraît à la volonté de certains de faire des victimes, comme malheureusement notre pays en a connu il y a quelques années. Voilà, donc une protection particulière de la flamme, du parcours de la flamme olympique et plus largement, évidemment, des épreuves. Et je le dis, oui, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'épreuves dans les Côtes-d'Armor, ça nous a été redit par le ministre et les services spécialisés. Il y a un certain nombre de représentants des services spécialisés qui intervenaient lors de cette visio. Ça n'est pas parce qu'il n'y a pas d'épreuves olympiques ou paralympiques dans les Côtes-d'Armor que la menace n'est pas là. Il n'est pas exclu, parce que la sécurité sera extrêmement renforcée sur les épreuves même, les sites même des épreuves, que certains soient tentés d'aller commettre un attentat en dehors de ces sites ultra sécurisés.
Souvenez-vous, l'attentat d'Arras contre un enseignant, c'était en pleine Coupe du Monde de rugby. Au même moment, quasiment, quelques jours avant ou après, il y avait l'accueil du pape à Marseille. Et puis, il y avait aussi la visite du roi Charles III. Donc, ça s'est pas passé sur le site des JO, mais il y a eu une attaque terroriste, dans un lycée à Arras. Donc, dans les Côtes-d'Armor, comme dans tous les autres départements de France où ne se dérouleront pas des JO, le ministre de l'Intérieur nous a demandé de redoubler de vigilance. On est, je le rappelle, quand même au niveau alerte attentat, Vigipirate, et effectivement, des gens décidés à commettre une action terroriste peuvent être tentés d'aller le faire, pense-t-il, dans des lieux où il y aura peut-être un peu moins de forces présentes. Et je peux vous dire, je le dis aussi à vos éditeurs, qu'il y aura autant, ça nous a été redit par le ministre, et j'aurai l'occasion d'échanger avec les maires à ce sujet, et vos confrères de la presse un peu plus tard, une fois que le dispositif sera stabilisé, qu'on aura autant de forces de sécurité présentes qu'un été normal. Il y avait une inquiétude là-dessus. Parce que il n'y aura pas de congé. En temps normal, les forces de sécurité, les personnels, les fonctionnaires de police ou les militaires prennent des congés, donc on n'est jamais à 100% de l'effectif. Et bien cet été, entre les renforts qui seront envoyés vers la plaque parisienne ou vers Nantes, dans la zone de défense de laquelle on ressort, on dépend, il y a des épreuves à Nantes, donc il n'est pas exclu qu'il y ait peut-être des renforts qui partiront pour Nantes. Mais dans la mesure où, dans les périodes les plus intenses, il y aura interdiction de prendre les congés pour les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie, on sera peut-être même parfois un peu plus nombreux qu'on peut l'être un été normal. Voilà, donc ne pas céder à la panique. Non, rester vigilant, pas céder à la panique. On va parler de l'État que vous représentez dans les Côtes-d'Armor. L'État collabore avec les acteurs locaux, on le sait. Alors on a eu la crise des agriculteurs. Comment l'État a collaboré justement avec les agriculteurs d'un côté, les représentants syndicaux et les acteurs locaux plus largement concernés par cette crise agricole qui dure encore, il faut le dire. Et je tenais à souligner, j'allais dire votre acte téméraire, si vous me permettez, du 6 décembre 2023 face à 300 ou 400 agriculteurs massés devant la préfecture des Côtes-d'Armor. Vous êtes allé au contact, vous êtes descendu voir les agriculteurs, leur parler. Ça a été facile le dialogue? Alors, je ne sais pas si c'était téméraire, mais c'était utile, même si juste avant de descendre dans l'arène, entre guillemets, j'avais eu une longue audience avec les organisations syndicales qui étaient à l'origine de ce rassemblement. C'était en décembre. Voilà, en décembre, le 6 décembre. 6 décembre, exactement, voilà. Et je n'étais pas seul, parce que j'étais accompagné, ou en tout cas nous sommes allés tous les deux à la rencontre des agriculteurs. C'était les jeunes agriculteurs surtout qui étaient mobilisés ce soir-là, avec le président Arnaud Licuy, qui est vice-président du conseil régional en charge notamment des dossiers agricoles, mais qui est aussi président d'une agglomération ici dans les Côtes-d'Armor, Dinan Agglomération. Donc on y était allé à deux. L'exercice, il fallait le faire. Après, s'adresser à 400 personnes, je sais pas, il devait être 22h30, 23h, avec une sono plus ou moins performante, c'est pas là où vous pouvez nécessairement emporter la conviction de tous ceux qui vous écoutent quand ils arrivent à vous entendre. Il y a quand même beaucoup de bruit. Mais les responsables syndicaux qui m'accompagnaient, la présidente de la FDSEA comme le président des jeunes agriculteurs, étaient là à mes côtés, et ça s'est passé tout à fait correctement et de manière respectueuse. Après, oui, là, on peut pas échanger de la même manière que dans une salle de réunion ou dans une exploitation agricole, parce que je ne fais pas que rencontrer les responsables agricoles dans les salles de la préfecture ou à la chambre d'agriculture, mais je vais aussi assez régulièrement dans les exploitations. Et là, bon, le contact, il est plus facile. Et il y avait une vraie... vous disiez, il y a eu cette crise agricole qui a touché notre pays au premier trimestre de l'année. Mais en fait, moi, depuis l'automne, avec quelques autres départements, et notamment les départements bretons, on alertait, on a reçu, enfin moi j'ai reçu plusieurs fois des délégations de toutes les organisations syndicales, sur leurs préoccupations. C'était l'enveloppe MAEC, et puis après c'était ce qui s'annonçait sur les évolutions réglementaires au niveau européen, sur l'interdiction de retourner les prairies par exemple, prairies permanentes. Tout ça, on s'est monté petit à petit. On a eu ici dans les Côtes-d'Armor, mais comme dans le Finistère, un peu dans la Manche aussi, on a eu le passage de la tempête Ciarán,
comment dire, fait des dégâts assez lourds, un petit peu moins dans les Côtes-d'Armor, mais malgré tout, dans tout le nord-ouest, tout le Trégor, les maraîchers ont été bien touchés. Plus on allait vers l'est du département, moins les dégâts étaient lourds. Mais là aussi, j'avais accompagné le ministre de l'Agriculture à la rencontre des exploitants dans le Trégor, qui s'était engagé à ce que les aides, tout le monde serait aidé. Ça a bien été le cas, mais c'est vrai qu'il y a une mécanique budgétaire, administrative, qui est apparue trop longue, en tout cas aux yeux de ceux qui l'attendaient. Mais ça s'est bien mis en œuvre. Depuis, on a aidé les agriculteurs, soit pour l'investissement, soit pour du fonctionnement. Quand je dis fonctionnement, parce qu'il y avait des pertes de recettes et des charges à assumer. Donc voilà, il y a eu ce contexte de la crise, et puis oui, le sentiment de pas nécessairement être entendu dans une période où le monde agricole vit des transformations assez lourdes. Pour certains, ça se passe plutôt bien, pour d'autres, c'est plus difficile. Là, il y a la crise du bio aussi, par exemple, qui a été déjà un point d'alerte dès l'automne dernier, quand je recevais certains syndicats. Voilà, on a vu ici plusieurs fois des organisations agricoles qui ont tiré de manière d'ailleurs unanime. Sur le bio, c'était FDSEA, Configuration Paysanne, Coordination Rurale, c'était un peu moins manifesté, mais c'était consensuel au sein des organisations syndicales. Alors, autre grand sujet, c'est la pêche également. Les Côtes-d'Armor sont évidemment, alors plus largement la Bretagne, mais les Côtes-d'Armor sont concernées par cette crise de la pêche et l'industrie de la pêche est confrontée aujourd'hui à une grande mutation. On le voit. Quid finalement des pêches locales. Là aussi, il y a un appel du pied des organisations syndicales et des pêcheurs vers l'État, donc vers celui qui représente l'État, vous, Monsieur le Préfet. Là aussi, il y a des dispositifs, il y a des remontées vers le plus haut sommet de l'État pour expliquer ce qui se passe sur le terrain. Oui, alors il y a des remontées, mais il se trouve en plus que dans les Côtes-d'Armor, on a le ministre en charge de ces questions de pêche, c'est le secrétaire d'État à la mer et à la biodiversité, mais dans la mer, il y a bien sûr l'activité de pêche, qui est notre pays reste encore un grand pays du point de vue de la pêche. Il y a une longue tradition, une longue histoire. Et avec des défis, comme vous le disiez, à relever par les pêcheurs, qui sont de toute nature. Il y a bien sûr la gestion de la ressource halieutique. Il y a des espèces qui sont menacées, d'autres qui le sont moins, qui sont plutôt en développement. Je donne l'exemple de l'araignée. L'araignée, ça a une valeur commerciale, mais en même temps, pour les mytiliculteurs, tout ce qui est moule de bouchot, c'est un prédateur. Donc il y a aussi des équilibres à trouver quand une espèce devient un peu trop envahissante. C'est un enjeu, la gestion de la ressource. Et de ce point de vue-là, on peut dire que la coquille Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc est bien gérée par les pêcheurs, le comité départemental des pêches. Ils sont présidents métayers et tous les membres de cette structure, avec des jours de pêche limités, un tonnage limité chaque année, de manière à faire en sorte que la ressource se régénère, se renouvelle. Et quand on voit les prévisions de l'Ifremer, c'est vrai qu'il y a de quoi être serein. Après, il faut bien la gérer. D'un point de vue national aussi, je ne sais pas si vous avez reçu des pêcheurs à votre antenne, mais il y a parfois un peu de concurrence avec nos amis normands qui pratiquent d'autres prix de vente, et donc qui concurrencent la coquille de Saint-Brieuc, qui n'a pas de corail, à la différence de la normande. C'est ce qui fait son plus aussi. Ça, c'est un sujet. Mais donc, une ressource bien gérée, mais qui doit permettre quand même aussi aux pêcheurs de vivre. Avec aujourd'hui aussi l'inquiétude européenne, on est en ce moment en campagne pour les élections européennes. Voilà comment l'Europe va gérer la pêche et comment l'État ou les représentants de l'État peuvent se faire entendre. Alors il y a eu un plan d'accompagnement à la sortie d'un certain nombre de bateaux, qui assez peu appliqué dans les Côtes-d'Armor, c'est davantage le Finistère et peut-être le Morbihan qui l'ont mobilisé. Nous, l'un des enjeux de la pêche costarmoricaine, c'est essentiellement une pêche côtière.
Il y a 2 armements, celui de monsieur Porcher, il a une quinzaine de bateaux. Enfin, il a 25 navires. Enfin, non, 15 bateaux, je ne veux pas me tromper dans les chiffres. Mais j'y ai ajouté les 4 bateaux de l'armement Éouzan, qui est à Saint-Brieuc. Monsieur Porcher, lui, il est plutôt basé à Erquy. Et puis, on a 4 bateaux aussi de pêche hauturière du groupe Cobre Nord. C'est plutôt les grandes et moyennes surfaces. Donc on a ces 25 bateaux qui vont loin en mer, qui montent dans la mer Celtique, qui font de belles pêches. En tout cas, pour 2 des armements que j'ai cités, je crois qu'ils débarquent essentiellement à Roscoff, mais c'est ensuite vendu à la criée de Saint-Quay. Et ce sont des armements qui modernisent régulièrement leur flotte. J'ai assisté au baptême d'un bateau de l'armement Porcher, c'était... je crois courant 2023 ou fin 2022, donc il y a des renouvellements assez réguliers. En revanche, la pêche côtière, elle est beaucoup plus âgée, c'est près de 300, je ne vais pas me tromper dans les chiffres, c'est près de 300 bateaux à peu près de pêche côtière, mais dont 78% exactement ont plus de 20 ans, et 37% plus de 35 ans. C'est une flotte vieillissante, et alors elle ne fait pas des grandes distances, elle est côtière. Mais elle vieillit et elle doit aussi s'adapter à la transition écologique. C'est-à-dire qu'on le voit, le coût du carburant qui est aidé. Vous me demandiez ce que faisait l'État. Il y a par exemple l'aide gasoil qui court jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin du premier semestre. Et pour avoir été avec le ministre Berville, pas plus tard que samedi dernier, on a évoqué le sujet. Voilà, la France est en discussion avec l'Europe, mais je ne peux pas, bien sûr, dévoiler ce qui sera annoncé par le ministre, mais il y a des discussions au niveau européen, justement, vous parliez de l'Europe, pour obtenir une prolongation de cette aide. Voilà, qui est importante pour le... Elle est attendue par les acteurs économiques. Il y a presque 900 pêcheurs, 900 marins. 900 marins et pêcheurs, et puis il y a des équipages, 900 marins dans le département. Et oui, la prise en charge d'une partie du coût du gazole, elle est attendue des pêcheurs, oui, pour limiter les coûts de structure. Oui. On va parler aussi maintenant, monsieur le préfet, d'un autre sujet. Sujet très important puisqu'il s'agit de la sécurité routière. Les chiffres ne sont pas bons au niveau national. On les a vus il y a quelques semaines. Quelles sont les principales initiatives que l'État prend ici dans le département des Côtes-d'Armor pour justement améliorer la sécurité routière et surtout essayer de réduire le nombre d'accidents sur les routes ? Alors vous dites, et à juste titre, que les chiffres ne sont pas bons au plan national pour les premiers mois de l'année 2024. Et assez paradoxalement, on est un peu à contre-courant. Mais on a été à contre-courant dans l'autre sens les 2 dernières années. C'est-à-dire, alors que ça s'améliorait au plan national en 2022 et en 2023, nous, on a battu de tristes records. En 2022, on a compté 50 morts. Je crois que ce n'était pas arrivé depuis 12 ou 15 ans dans les Côtes-d'Armor. Et l'an dernier, on a même fait, je ne sais pas si on peut dire mieux, mais on a fait pire, puisqu'on a eu 51 morts sur les routes des Côtes-d'Armor. Et là, je vous donne les chiffres au 24 avril, c'est toujours trop, un mort sur la route, c'est toujours trop, mais on a 4 décédés depuis le début de l'année, quand l'an dernier, à la même date, c'était au 24 avril. C'est un peu ancien, mais enfin... l'an dernier, au 24 avril, on avait 13 personnes décédées sur les routes, contre 4 cette année. Donc on est un peu à contre-courant. Ça ne veut pas dire qu'il faut baisser la garde. Quand on fait l'analyse des accidents de la route dans notre département, en 2022 comme 2023, il n'y a pas un axe plus accidentogène qu'un autre. C'est aussi bien sur les routes nationales qui empruntent notre département que les routes départementales. C'est jour et nuit. Vous voyez, on n'a pas le schéma selon lequel tous les accidents se produiraient dans la nuit du samedi au dimanche à la sortie des boîtes de nuit. C'est pas le cas. Ce qui a été le cas à une époque, finalement. Oui, mais pas du tout, là. Vraiment pas. Quand on regarde, là je parle de mémoire, mais sur les accidents de 2022, on avait eu un accident de la route de nuit, un samedi dans une nuit de samedi à dimanche, un seul, quoi. Il y avait eu un seul décédé. Dans des circonstances en plus particulières. On a, je parle de mémoire, mais je crois qu'on a eu 8 cyclistes qui sont morts sur les routes l'an dernier, mais alors parfois percutés par une voiture, mais de mémoire, on devait bien avoir 2 malaises, c'est-à-dire des personnes qui ont peut-être un peu forcé. Et si vous mourrez à la suite d'un malaise après un effort physique intense sur la route, sur votre vélo,
ça reste un accident de la route et comptabilisé. Mais c'est pas pour nous exonérer. Hein. Alors, après, il y a aussi des accidents, des refus de priorité, des excès de vitesse, de l'alcoolisation, de la toxicomanie. Donc là aujourd'hui, on en parle beaucoup de la toxicomanie, de la prise de stupéfiants au volant. C'est un des combats, si vous me permettez le terme. Oui. Là, on y reviendra peut-être tout à l'heure sur la toxicomanie. Le trafic de stupéfiants et sa consommation sont à l'origine de beaucoup de problèmes dans notre société. Et en l'occurrence, effectivement, sur la route. On a souvent d'ailleurs un cocktail, alcool et toxicomanie, qui font que quand vous êtes automobiliste et que vous êtes sous l'empire de ces produits, que ce soit de l'alcool et ou des produits stupéfiants, vous perdez vos réflexes, vous n'avez plus la conscience du danger, et vous vous mettez vous-même en danger, mais et aussi tous ceux que vous allez croiser sur la route, piétons, cyclistes ou autres automobilistes. Alors justement, comment l'État travaille-t-il avec des autorités locales et des organisations de jeunesse, en particulier pour sensibiliser les jeunes aux dangers des conduites addictives, alors justement, telles que la consommation de drogue et ou d'alcool? Alors, on travaille avec de nombreux acteurs. Les établissements scolaires, par exemple, ou aussi des associations qui luttent contre toutes les formes d'addiction. L'objectif, c'est bien sûr, il y a le volet répressif. Les forces de police, de gendarmerie sont sur la route. Je pense que vos auditeurs les voient régulièrement. Donc il y a des contrôles. Moi, j'ai participé à un certain nombre de contrôles auprès des forces de police ou de la gendarmerie. Et ça, c'est le volet répressif parce que on peut peut-être le regretter. À la différence d'autres pays, la peur du gendarme, comme on dit, elle fait quand même son office. Et elle a un intérêt. Et il faut que les policiers et les gendarmes soient présents sur la route pour faire des contrôles. D'ailleurs, là, je parle d'expérience dans mes différents postes, de sous-préfet ou de préfet. Il arrive qu'un contrôle routier permette de révéler d'autres affaires, bien plus intéressantes encore que juste le contrôle routier. Personnes qui sont recherchées par la justice, des produits en grande quantité dans la voiture. Donc, un contrôle de sécurité routière, parfois révèle d'autres affaires. Donc, c'est jamais totalement perdu. Et même si on ne tombe pas sur une infraction routière, on peut tomber sur tout type d'infraction. Alors, moi, à mon niveau, j'ai un peu de crédit pour aider à un certain nombre d'initiatives. Je peux vous donner quelques exemples d'actions qui sont menées. J'espère qu'en tapant dans le micro, je ne perturbe pas votre technicien son. Non. Mais par exemple, on aide des communes et des associations à financer des actions de sensibilisation. Je ne veux pas me tromper, donc je vais les citer, puis ça parlera à vos auditeurs s'ils les connaissent. Sur les conduites à risque, notamment auprès des jeunes de l'association sportive de Ginglin-Cesson, de la tribu de Tachin. Tachin, je crois que c'est du côté de Lannion, de la maison de l'Argoate. On a aidé à l'acquisition de matériel pour l'apprentissage du code de la route et de la circulation à vélo pour la ville de Dinan. Voilà, on prend un certain nombre d'initiatives. Dans les établissements scolaires, on intervient aussi. Là, alors, je vais au-delà de la sécurité routière, mais sur les stupéfiants, je déborde peut-être un peu, mais on mène des actions aussi dans les établissements scolaires avec des gendarmes qui sont spécialement formés ou des policiers formés. J'ai, par exemple, en tête l'établissement de Notre-Dame de Compostelle à Rostrona, où là, on soutient des projets visant à former les élèves de 4e et de seconde sur les conduites à risque. C'est un exemple parmi d'autres, mais qu'on peut donner. Alors, les conduites à risque, évidemment, c'est important de sensibiliser les jeunes. On a aussi, aujourd'hui, on s'aperçoit moins peur du gendarme quand on est jeune. Vous parliez tout à l'heure de la peur du gendarme. Est-ce que là aussi, il faut expliquer quand même qu'il y a les forces de l'ordre, il y a les gendarmes, et que voilà, c'est mieux de discuter avec elles que de partir en scooter. Voilà, oui, il vaut mieux... Si vous voulez, il vaut mieux... oui, si on peut être en scooter, je sais pas, on a trafiqué le pot d'échappement, je sais pas quoi. Bon, ok, on se fera réprimer, il vaut mieux payer une amende ou se faire dresser un procès verbal que de prendre des risques inconsidérés, se mettre soi-même en danger, d'autres usagers de la route en danger, et voir les forces de sécurité aussi elles-mêmes en danger, qui s'engagent dans une poursuite qui fait courir des risques à tout le monde.
C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des délits de fuite de plus en plus nombreux, parce que les personnes n'ont pas assuré leur véhicule, ou elles sont parfois, pour lire les comptes rendus police-gendarmerie quotidiens, matin et soir, il y a des gens qui ont déjà le permis suspendu, qui continuent de conduire. Donc ils prennent des risques énormes. Si il tue quelqu'un ou il le blesse gravement et que la personne est handicapée à vie parce que l'accident a été très violent, derrière, les responsabilités seront recherchées. Il faudra dédommager si on n'est pas assuré, si on conduisait sans permis. Voilà. Donc c'est un appel à la responsabilité de chacun. Alors vous parliez des jeunes... moi, je le dis souvent dans mes interventions, notamment lors d'inauguration d'équipements ou de projets qui sont conçus pour les jeunes. Quand on est jeune, c'est bien d'avoir un cadre. Et ce cadre, c'est d'abord vos parents qui vous le donnent. Et ensuite, on l'apprend aussi à l'école, dans les clubs sportifs. Je le dis justement dans ces inaugurations d'équipements sportifs. Par son engagement aussi, qu'on peut avoir. Je crois qu'on y reviendra un peu plus loin dans l'entretien, mais... à travers le service national universel, où là aussi, on est encadré. Voilà. Ce qui est bien, c'est d'avoir un cadre et des repères pour savoir quand est-ce qu'on sort du cadre. Si on n'a aucun repère, on ne sait pas quand est-ce qu'on sort du cadre. Et tout le monde a été jeune, on l'a été, vous, moi, tous ceux qui nous écoutent, pour ceux qui seraient un peu moins jeunes aujourd'hui. Et donc, oui, il arrive parfois qu'on sorte du cadre, ça fait partie de l'expérience de la vie. Il faut essayer de ne pas sortir trop loin pour se mettre, avec le risque de se mettre en danger ou de mettre d'autres en danger. Mais avoir ces repères, c'est essentiel dans la vie. Et ça commence effectivement dès le plus jeune âge, par les parents, l'école et tous ceux qui, à un moment ou à un autre, sont amenés à encadrer des jeunes. Je pense au club sportif, mais ça peut être une association culturelle, musicale, enfin, il y a une discipline, il y a des règles à respecter. En société, il y a des règles, c'est le vivre ensemble. Sinon, c'est la loi du plus fort. S'il n'y a pas de cadre, pas de règles, c'est la loi du plus fort. Et au détriment des plus faibles. Et là, ce qui est en jeu, après, c'est la liberté de chacun, quoi. Et le droit de vivre tranquillement, de se déplacer tranquillement. Il nous reste peu de temps, monsieur le préfet. On a beaucoup développé. Ça passe vite. Mon réalisateur me disait 2 minutes avec les doigts. J'aurais voulu vous entendre sur la sécurité, parce que évidemment c'est un grand sujet aujourd'hui. On voit beaucoup d'actes d'incivilité. On voit aussi des actes vis-à-vis des élus ou des représentants d'une certaine forme d'autorité. Comment vous faites face aujourd'hui à ces actes, hein? Alors déjà, peut-être, et c'est pas pour rassurer vos auditeurs, mais on est un département qui n'est pas le plus criminogène de France. Quand on regarde les atteintes aux biens, donc les cambriolages par exemple, ou les violences aux personnes, à l'intégrité physique, les AVIP comme on dit en jargon technique, on se classe au 83e et 84e rang. Mais les chiffres ne doivent pas nous amener à relativiser la situation en disant que finalement, on est sur 100 départements, on est 84e. Parce que ce qui compte, c'est aussi le ressenti, le sentiment d'insécurité. Et dans un département où finalement il n'y a jamais eu énormément de violence ou d'actes de délinquance, les premiers actes, c'est ressenti comme des actes, c'est mal ressenti, enfin c'est mal perçu, c'est source de stress. Donc pour revenir aux élus, effectivement, on a constaté dans les Côtes-d'Armor, mais ailleurs en France, mais dans les Côtes-d'Armor quand même ces dernières années, enfin en tout cas depuis 2 ans, moi que je suis là, effectivement, des prises à partie des élus. Vous avez tous en tête Calac, la maire de Plougrescan, dont les freins, les câbles de frein de son véhicule ont tous été sectionnés. Le maire de Saint-Jacques. Enfin voilà, je pourrais multiplier les exemples de maires prises à partie par certains de leurs administrés, qui se comportent un peu comme des consommateurs de services publics. C'est-à-dire, on veut ça tout de suite et on l'a pas. Et donc là, on n'a pas ces repères, pas les règles, et donc on s'en prend au maire. Et qui, le maire, parfois, ne fait qu'appliquer la réglementation qu'il n'a pas conçue nécessairement. Et puis, voilà, on ne peut pas tout faire, tout et n'importe quoi. Donc, c'est une minorité, mais c'est elle la plus agissante et la plus agressive qui s'en prend aux élus, et ce sont des actes inadmissibles et qui doivent être condamnés fermement.
On va être obligé d'arrêter là, monsieur le préfet. Le temps imparti et on arrive au bout, hein, finalement. Bon. Monsieur le préfet, voilà, on entend votre téléphone. Voilà. Je raccroche tout de suite. Monsieur le préfet des Côtes-d'Armor était avec nous ce matin, Stéphane Rouvet, préfet des Côtes-d'Armor, pour faire un petit point sur l'action de l'État dans les Côtes-d'Armor. Vous reviendrez, c'est promis. Je vous souhaite une très belle journée. Et bonne journée à vous-même et à vos auditeurs. Merci. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.